Après 361 jours de détention et dans le contexte d'une crise profonde entre la France et l'Algérie, l'écrivain Boualem Sansal a finalement été libéré le 12 novembre par l'entremise de l'Allemagne et son retour en France est annoncé ce mardi. Alors quelles leçons peut-on tirer de cette affaire? Quels sont les autres contentieux entre la France et l'Algérie? Comment jeter les bases d'une relation apaisée entre les deux pays? De tout cela, nous parlons ce soir avec mes invités dans le club Le Figaro International. Driancourt, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Vous avez été 2 fois ambassadeur de France en Algérie, de 2008 à 2012 et de 2017 à 2020, ce qui fait de vous le détenteur du record de longévité diplomatique dans ce pays. Vous êtes également professeur associé à la Sorbonne et à l'École des hautes études internationales et politiques. Vous êtes membre du comité éditorial de la revue Politique et parlementaire. Vous êtes l'auteur de L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger en 2022, aux éditions de l'Observatoire, et paru en mai dernier chez le même éditeur, France-Algérie, le double aveuglement, un livre sous-titré « Réseaux infiltrés, immigration subie, diplomatie exsangue, pourquoi sommes-nous aussi aveugles ?» Marie-Christine Tabé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes passée par le Figaro et la direction du Parisien notamment. Vous êtes l'auteur avec Christophe Dubois d'un ouvrage très complet sur la relation franco-algérienne, Paris-Alger, une histoire passionnelle, qui a justement la vertu d'être assez dépassionnée, et bien que paru en 2015, qui reste d'une grande pertinence. J'ajoute que votre dernier livre est, lui, d'une pleine actualité, puisqu'il traite du pacte secret entre Lafarge et Daesh en Syrie, sous le titre « La part du diable », paru cette année chez Stock. Mohamed Aïssaoui, bonsoir, vous êtes journaliste et écrivain, chroniqueur au Figaro littéraire, auteur notamment d'une anthologie sur les écrivains et la ville d'Alger, qui vous a vu naître, intitulée Le goût d'Alger, et de plusieurs romans et essais couronnés par la critique, dont le prix Renaudot Essai pour l'affaire de l'esclave Fursi, qui ressort, je crois, en folio en janvier prochain. Votre dernier livre est Le dictionnaire amoureux d'Albert Camus, paru chez Plon en 2023, un autre grand Algérois, Camus, bien sûr. Et vous avez signé un émouvant portrait de Boualem Sansal dans le Figaro du 13 novembre dernier. Alexandre Devecchio. Bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef du Figaro Vox et des pages Débat Opinion du Figaro. Vous êtes l'auteur de Recomposition, Le Nouveau Monde populiste, ainsi que des Nouveaux Enfants du siècle, tous deux parus aux éditions du Cerf. Vous avez bien sûr suivi l'affaire Sansal et vous avez notamment interviewé un de ses proches amis, l'écrivain Kamel Daoud. Alors, Boualem Sansal est de retour en France ce mardi depuis quelques heures. S'il était parmi nous, qu'est-ce que vous lui diriez les uns et les autres, Xavier Driancourt? Mais d'abord, je souhaiterais bon anniversaire au président Tebboune, puisque c'est son anniversaire. Aujourd'hui. C'est le cadeau sans doute que la France fait au président algérien de ramener Boualem Sansal à Paris. Oui. Non, mais je lui dirais surtout bon courage, Boualem, pour ce que tu as fait. Bravo pour tout ce que tu as fait. Et maintenant... Vous étiez dans son comité de soutien. Tout à fait. Je suis le dernier à avoir dîné avec lui le 15 novembre, alors qu'il a été arrêté le 16. D'accord. Et est-ce que vous pensez que ce comité de soutien a eu vraiment un rôle crucial dans le... Oui, la pression qui a été faite sur le gouvernement via les médias a été utile, indispensable. Via certaines municipalités, ça a été important. Marie-Christine Tabé, vous l'aviez interviewé pour votre livre Boualem Sansal. Nous l'avions interviewé donc, il y a 10 ans. Et ce qui nous avait le plus frappé, d'ailleurs c'est ce que l'on avait développé dans le livre, c'est son attachement à la langue. Et il reprenait la formule de Kateb Yassine qui était le butin de guerre en fait, du français que l'Algérie négligeait. Et je crois que j'ai vu que récemment, même les études de médecine vont aujourd'hui se faire en anglais. Ce qui veut dire que le français décline. À l'époque où vous aviez écrit votre livre, vous auriez pensé qu'un écrivain de sa renommée, de son calibre, aurait pu être emprisonné de la sorte? Non. Et encore moins lui qu'un autre. Oui. Pourtant, il est assez provocateur. On va en reparler. Mohamed Aïssaoui, s'il était parmi nous, qu'est-ce que vous diriez à Boualem Sansal? Je lui demanderais comment il va d'abord, parce qu'il a passé une année en étant malade, en étant isolé.
Il a 81 ans, il faut 81 le dire. ans, Il a une maladie. Alors, on sait qu'il a une résistance extraordinaire, en tout cas mentale, mais lui demander comment il va. Et puis, je ne peux pas ne pas penser qu'il y a un autre journaliste qui est emprisonné, Christophe Glaise. Bien sûr, on va en parler. Voilà. Alors, j'étais fou de joie quand j'ai appris que Boualem a été libéré. Je ne m'y attendais pas parce que chaque fois on avait un espoir. Il y a eu des espoirs déçus au long de chaque fois on était tout au long de déçus. l'année, oui. Là, c'était pour moi presque inattendu, même si on entendait des rumeurs. Et effectivement, son combat doit servir aussi d'abord à apaiser, j'espère, les relations entre la France et l'Algérie. Pour moi, c'est incompréhensible, ce chaos qu'il y a entre les deux pays. On va en parler. Et donc voilà, je l'embrasserai aussi. Ok. Alexandre Devecchio, vous lui avez écrit un petit texte de bienvenue qui vient de paraître sur le site. Ah oui, j'avais même pas vu. Oui, tout à fait. Déjà, je lui dirais qu'on l'aime, parce que c'est un ami. Et puis, je lui dirais merci, parce que je crois qu'il s'est battu pour notre liberté à nous tous. Je crois que sa liberté de ton en tant qu'écrivain, j'ai eu l'occasion de l'interviewer à de nombreuses reprises, et a été utile pour nous tous. Il a eu du courage pour dénoncer l'islamisme en Algérie, mais aussi en France, le régime tel qu'il est, c'est-à-dire une dictature. Et je crois qu'on a besoin d'écrivains et d'hommes libres, justement, pour combattre le totalitarisme partout où il se trouve. Parlons un peu de la personne, parce qu'il est au centre de cette affaire. Vous le décrivez comme un vieux maître kung-fu. Oui, parce que c'est un compliment. Je trouve qu'il a cette allure-là, et c'est un compliment. Et puis surtout... Parce qu'il sourit, il est très calme. Très souriant, c'est presque... C'est un hippie, Boualem Sansal. Et je tiens à le dire parce qu'en plus, on a fait quand même un très mauvais portrait de lui, extrêmement mensonger pour qui le connaît, un homme d'extrême droite, alors que c'est quelqu'un, quand je dis c'est un hippie, il a été au départ pas du tout hostile à la guerre d'indépendance. Il était évidemment pour la décolonisation. Je me souviens qu'il m'avait raconté l'Algérie aux premières années de l'indépendance, au moment où il avait croisé son idole Jane Fonda en Algérie. Donc c'est pas du tout... Il a un côté baba cool. Baba cool, il a toujours les cheveux longs. C'est vraiment le portrait qui en a été fait, je tiens à le dire ici, et absolument mensonger. Donc oui, un grand calme, un baba cool, ce qui ne l'empêche pas de dire la vérité avec un très grand anticonformisme et un très grand courage. Mais c'est pas quelqu'un qui est dans la posture, c'est quelqu'un qui vraiment est libre. Dans son attitude au quotidien également. Et Mohamed Aïssaoui, dans votre portrait, vous dites qu'il ne prononce jamais le mot de courage. Non. Mais qu'il en fait preuve énormément. Il en fait preuve, il agit. Il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Vous décrivez aussi cette opposition oui, entre la douceur et la combativité. Oui. C'est vrai, tous ceux qui le rencontrent, je le raconte un peu dans le portrait. D'abord, il a une voix très douce et il exprime cette douceur. C'est assez marquant. Mais je n'ai, pour ma part, rarement vu un homme qui est composé de douceur et de combativité. C'est un homme qui n'a jamais eu peur. La preuve, il est allé en Algérie en sachant qu'il prenait des risques quand même. Il vient du Sérail quand même. C'était quelqu'un qui était numéro 2 du ministère de l'Industrie. Et dès son premier roman, Le Serment des barbares, en 1999, donc c'est pas nouveau son combat pour ceux qui le connaissent, il n'a jamais cédé à la moindre pression. Et c'est pour moi, c'est vraiment un exemple de courage. Je veux dire, il a toujours été libre et il a toujours dit ce qu'il pensait. Sur la personnalité de Boualem Sansal, vous avez moi, je trouve que je le connais depuis 15 ans, depuis mon premier mandat d'ambassadeur à Alger. Et donc, je l'ai vu régulièrement et à Alger et en France entre mes 2 séjours en Algérie. Et effectivement, ce qui frappe, c'est cette voix extrêmement douce, très basse, et aussi une certaine naïveté chez lui, une certaine candeur. Le 15 novembre, je lui avais dit « Ne retourne pas à Alger ».
à Boumerdès de surcroît. Boumerdès, l'ancien rocher noir, n'y retourne pas parce que le pouvoir algérien t'en veut et regarde ce qu'ils sont en train de faire à Kamel Daoud. Il m'a dit mais non, il n'y a pas de raison. Il a une certaine naïveté. Il pensait que son statut, son nom le protégeait. Marie-Christine Tabé, il y avait justement les reproches qui lui ont été faits. Est-ce qu'il avait franchi une ligne rouge? On va rappeler la phrase qui lui a été reprochée par le régime. La France n'a pas colonisé le Maroc. Pourquoi, disait-il? Mais parce que c'est un grand État, c'est facile de coloniser des petits trucs qui n'ont pas d'histoire. Là, c'était vraiment franchir la ligne rouge aux yeux du régime? Moi, j'ai eu le sentiment, comme le disait très bien Mohamed, c'est pas lui qui a franchi une ligne rouge. C'est plutôt le pouvoir algérien qui en a franchi une autre. C'est-à-dire, depuis des années, Boualem Sansal disait quand même des choses à la fois sur la langue, sur la culture, sur son attachement à la France. C'est quand même ce nouveau régime qui aujourd'hui a quelques années quand même, ils sont là depuis 3-4 ans, il y a eu un changement de ton et je dirais que c'est plutôt le régime qui a franchi. Qui s'est durci. Absolument. Et non pas... parce que cette phrase ne vous paraît pas en elle-même un chiffon rouge Si, elle était un chiffon rouge, puisque c'était un qui touche à l'intégrité territoriale. Plus que l'intégrité, c'est presque la fierté nationale. En tout cas, c'est ce que l'Algérie met dans sa fierté nationale. Et puis sa rivalité historique avec le Maroc, et puis cette zone du Polisario qui est aussi l'image que veut se donner l'Algérie en tant que décolonisateur, comme champion de la décolonisation. Donc il y avait beaucoup de choses dedans. Mais tout de même, Boualem Sansal a déjà tenu des propos largement critiques sur le régime depuis une trentaine d'années. Ces combats, c'est quoi? C'est l'islamisme, la dictature et la connivence des deux? Pour résumer? Oui, c'est quelqu'un qui a très bien décrit ce qu'est le régime, c'est-à-dire est-ce qu'on ne comprend pas parfois. Je me souviens quand il a été embastillé, les gens ont dit mais c'est bizarre, c'est quelqu'un qui lutte contre l'islamisme, donc le régime devrait être pour lui. En fait, ce qu'explique très bien Boualem Sansal, c'est qu'il y a un pacte qui a été fait par le régime avec les islamistes. Donc les militaires ne sont pas plus forcément opposés aux islamistes. Les islamistes tiennent, si vous voulez, la société, ont le pouvoir social, et les militaires ont le pouvoir politique, et ça, il l'a très bien décrit, Boualem Sansal. Et par ailleurs, il a un côté prophétique, parce que il a aussi très bien décrit, je trouve, la société française, en faisant justement le parallèle avec les années qui ont précédé la guerre civile en Algérie, et il nous met en alerte sur le risque d'un basculement comparable en France, notamment dans son livre « Gouverner au nom d'Allah », qui est très bien fait. On voit comment justement l'Algérie bascule dans la guerre civile, comment c'est une société qui n'est pas du tout... Je parlais d'une société babacool après la guerre d'indépendance, et en quelques années, ça va basculer, et les premiers signaux sont justement le voilement des femmes, notamment, et ça, il le raconte très bien dans son livre. Il montre aussi que la société algérienne ne le prenait pas au sérieux lui-même, et il l'a regretté par la suite. Voyez ça comme un folklore presque sympathique. Marie-Christine Tabé, toute cette évolution était déjà en germe. Vous la décrivez dans votre livre. Oui, c'est vrai qu'on sentait monter ce pacte, effectivement, avec les islamistes. Pour la concorde nationale, c'est faite sur l'idée, vous vous occupez de la société, nous, on s'occupe des affaires du pays. Et les affaires du pays, c'est quand même beaucoup la corruption très importante qui ronge ce pouvoir, en fait, et qui continue. Donc, et ça, rien n'a changé, en fait. Oui. Mohamed Aïssaoui, dans votre portrait, vous donnez une citation de la définition de l'islamisme par Boualem Sansal, une hérésie absurde et vicieuse qui s'invente au fur et à mesure ses convictions et ses plans. Oui. C'est assez fort. C'est incroyable, parce que ça, c'est la première page de son premier roman, donc publié en 99, écrit 2 ans auparavant, dans lequel il mettait en garde et critiquait l'islamisme déjà, et le pouvoir, et notamment les anciens du FLN, pour être plus précis. Son deuxième roman, paru une année après, en 2000, c'est 2 personnes qui sont en prison, un Français et un Algérien,
qui critique effectivement la corruption que vous avez citée, etc. Donc c'est tout à fait juste ce que vous avez dit, Marie-Christine, c'est que c'est le point de vue des autres qui a changé, et on pouvait trouver 1000 raisons du point de vue du pouvoir pour l'emprisonner. Mais cela dit, ce qui est important, je pense, à souligner, c'est que Boualem Sansal n'est pas seul. Si on prend juste la galaxie des écrivains algériens de langue française, Yasmina Khadra, qui a quand même pris, c'est un homme, et qui a pris un pseudo féminin, qui déjà avait critiqué dans ses romans aussi le terrorisme, etc. Si on remonte plus loin, Khattab Yassine, tout de suite après l'indépendance, il a été critiqué par le pouvoir. Donc c'est une vieille histoire, ça ressemble à un couple, l'histoire entre l'Algérie et la France, un couple qui se déchire et après qui va chercher les raisons de ce déchirement. C'est la grande désillusion. Xavier Drian. Oui. Ouais. L'Algérie et la France, puis aussi on parlera de l'Algérie et les écrivains, parce que j'ai l'impression que c'est aussi une relation complexe. Mais venons-en à la libération. Donc, au bout d'un an, apparemment le régime, durant sa détention, a quand même pris soin de le soigner, de faire attention à... Moindre des choses. Oui, bien sûr, mais il y avait peut-être la crainte qu'il ne meure entre leurs mains, ce qui aurait quand même peut-être embarrassé le régime. En tout cas, la France a tout essayé pour faire libérer Boualem Sansal. Est-ce qu'elle a échoué finalement, ou est-ce que l'intercession de l'Allemagne est une action franco-allemande, on va dire, de diplomatie? Écoutez, alors certes, le récit officiel, c'est que c'est le couple franco-allemand, la diplomatie française, etc. Mais en réalité, je crois que l'Algérie n'avait pas le choix. L'Algérie, aujourd'hui, va très mal sur le plan politique, on l'a dit, sur le plan économique. Vous avez vu tous ces accidents d'autobus, de cars en Algérie, parce qu'on ne peut pas importer de pièces de rechange, donc les véhicules ne marchent plus. Et sur le plan diplomatique, l'Algérie est très isolée. Le nord du Mali est occupé par les islamistes, les djihadistes, et le nord Mali, c'est le sud algérien. La semaine dernière, vous avez eu le vote de la résolution à l'ONU, en l'absence de l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU, du reste, avec le soutien sur le Sahara occidental, sur le Sahara occidental marocain, avec le soutien de la Chine et de la Russie, les deux alliés de l'Algérie. Et la veille, vous aviez eu le vote à l'Assemblée nationale de la résolution du RN. Donc l'Algérie devait se débarrasser du problème Boualem Sansal. Et l'Allemagne lui a offert une sortie honorable. Est-ce que c'est un échec ou un succès de la diplomatie française, Alexandre Devecchio ? Écoutez, il faut déjà se réjouir qu'il soit là. Oui. On sait qu'il y a encore un journaliste qui est emprisonné là-bas, donc le verre est tout de même à moitié plein. Je pense que la diplomatie française a fini par actionner le levier allemand, mais c'est une idée qui est dans l'air depuis longtemps. Le comité de soutien avait évoqué cette idée assez tôt. Il y avait aussi l'idée que l'Europe pouvait déclencher une forme de rapport de force, ou l'Italie, puisque Meloni a de bons rapports avec... Même le Vatican était intervenu. Avec Alger. Donc je pense qu'il y a eu une coopération entre les deux. Il ne faut pas enlever ça au Quai d'Orsay. Ceci étant dit, ce qui est intéressant, c'est que peut-être l'Allemagne a fait ce que la France n'a pas osé faire, c'est-à-dire une forme de rapport de force. On sait que le président Tebboune allait se faire soigner en Allemagne, et peut-être qu'il y a eu aussi une forme de chantage fait par l'Allemagne que nous n'avons pas osé faire. Il y a surtout le projet d'une visite d'État début 2026 du président allemand Steinmeier, auquel on aurait... du président Tebboune en Allemagne, auquel on aurait dit que cette visite ne peut pas avoir lieu sans la libération de Boualem Sansal. Je reviens à l'idée de couple, parce que dans cette histoire de trio avec Berlin, il y a une question d'orgueil. C'est-à-dire que l'Algérie, le pouvoir algérien, ne pouvait pas céder, entre guillemets, à la France. Donc, c'est l'Allemagne, parce qu'il faut savoir aussi que Boualem Sansal a une cote incroyable en Allemagne. Oui, il a reçu le prix des libraires. Qui est
Exactement, qui est l'antichambre du prix Nobel, hein, le prix des libraires allemands. Il est doté de 200 000 euros, ça veut dire qu'aussi ça lui permet d'être aidé financièrement. Donc il y a une question d'orgueil. L'Algérie ne pouvait pas dire on cède à la France que c'est pour ça c'est toujours plus facile de lire après coup, mais je ne crois pas qu'un rapport de force direct en tout cas aurait pu peut-être. Alors, je ne sais pas. Parlons-en parce que je pense qu'on n'a pas essayé, mais effectivement. Oui, mais en tout cas, ce que ça montre, c'est qu'en réalité, l'Algérie n'est pas prêt, malheureusement, de faire la paix avec la France. Mais Alexandre, elle a pas cédé. Marie-Christine Tabet, qu'est-ce que vous avez pensé de la méthode, de la tentative de passer à la méthode forte prônée par Bruno Retailleau? Alors, effectivement, elle n'a jamais été mise en œuvre, mais elle a été tellement rendue publique, d'une certaine manière, qu'elle a eu un effet d'anticipation. Elle a eu un effet inverse, en fait. Oui. Elle a eu un effet inverse le pouvoir algérien s'est cabré au moment des... C'est vrai que la matière forte, il faut sans doute la voir discrètement, parce qu'il faut la voir, effectivement, il n'y a pas de raison, mais peut-être qu'il fallait moins communiquer sur cette matière forte. Faut le faire sans le dire. Xavier Driancourt, oui. On a un diplomate ici. Là, on a été fort en verbe et faible en acte. Il faut le faire, donc c'est le pire des cocktails. sans le dire. Alors, pour préciser le contexte, il y a quand même une note de 3 pages de la place Beauvau qui était prête, qui s'appelait « Crise politique avec l'Algérie, de la nécessité d'engager un rapport de force », qui prévoyait notamment interdiction de séjour en France de plusieurs dignitaires, sanctions sur les intérêts patrimoniaux des élites en France, suspension des activités des compagnies aériennes et maritimes algériennes. Ouais. Tout ça, c'était fait pour braquer le régime. Oui, mais vous parlez de la place Beauvau. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette histoire, sur la position de la France, c'est que il y avait mésentente au sein de la France, méthode forte. Au sein du gouvernement français. Au sein du gouvernement et même avec l'Élysée. Je veux dire, vous parlez de la place Beauvau, je ne suis pas sûr que... L'Élysée a changé plusieurs fois chez le président de la République. Oui, quand même. Donc c'est-à-dire qu'on méthode forte ou douce, peu importe, on n'était pas très clair. Il n'y avait pas de stratégie commune et l'Algérie a profité pour jouer de nos divisions. Par ailleurs, peut-être que la méthode forte n'aurait pas marché, mais là, encore une fois, c'est le pire des cocktails. On ne peut pas menacer sans prendre des actes. On apparaît comme velléitaire. Et je crois que depuis très longtemps, on apparaît quand même velléitaire avec le pouvoir algérien. C'est pour ça que ce n'est pas un échec de la diplomatie française, comme le disait Alexandre, mais c'est un fiasco diplomatique depuis juillet 2024. Mais pour instituer un rapport de force, encore faut-il avoir la force de son côté. Et on a bien vu que face à un régime qui, de toute façon, était totalement imperméable à son image internationale, qui avait des leviers économiques sensibles et avec lequel on a des accords... Enfin, souvenez-vous que à peine la crise entre la France et l'Algérie, il y a 1 an, commençait, Nicolas Lerner, le patron de la DGSE, se rendait en Algérie. On a des intérêts de lutte contre le terrorisme qui sont communs, dont les Algériens ont besoin à cause de ce qui se passe au Mali, mais dont nous aussi, on a besoin des informations qu'ils peuvent nous donner. Donc c'était compliqué d'instituer la fermeté, oui, le rapport de force tel qu'il a été institué, c'était complexe. On va écouter ce que Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, a à en dire de ce débat. Cette libération, c'est d'abord une victoire de la diplomatie française, de la diplomatie allemande. Et c'est un désaveu cinglant pour les partisans de la méthode forte, de la brutalité et de l'invective. Là, vous parlez de Bruno Retailleau. Non, je parle de tous ceux que j'entends, y compris aujourd'hui, après la libération de Boualem Sansal, qui continuent de minimiser le rôle de la France et de sa diplomatie dans cette libération. Je vais le dire, c'est totalement irresponsable et c'est un crachat au visage des diplomates, des agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères qui, par leur dévouement et par leur professionnalisme, nous ont permis cette année, depuis le début de l'année 2025, de libérer une dizaine de nos compatriotes qui étaient retenus otages ou détenus arbitrairement à l'étranger. Nous n'avons pas besoin d'une diplomatie d'opinion, nous avons besoin d'une diplomatie d'impact. Xavier Driancourt, Je ne voudrais pas commenter les propos de M. Mais si, au contraire, vous avez la liberté de parole. Oui, mais enfin,
que tout, Vous voyez tout d'autres ceci lignées. est un crachat, quoi, ça veut rien dire. Il essaye de faire... Non, il dit c'est ma méthode qui a marché. Oui, c'est- le non, résultat non, fait c'est loi. faux. C'est encore une fois, comme vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas eu de cap dans cette affaire, et on l'a vu parce que le président de la République et M. Barrot ont quand même empêché en permanence M. Retailleau d'intervenir sur les points que vous Enfin, mentionnez. le président de la République, à l'été, l'a encouragé. Au mois d'août, le président de la République a dit ça ne va pas, il faut que vous fassiez preuve de fermeté. Donc le président lui-même, il a oscillé entre différentes mesures. Alors, quelles leçons on doit en tirer pour l'avenir? C'est quoi la bonne méthode avec Alger, Marie-Christine Tabé? Je pense qu'il faut quand même tirer, même si effectivement la diplomatie finalement finit toujours par gagner, il faut quand même tirer les leçons de ce qui vient de se passer. Et c'est vrai qu'un minimum de fermeté, et je ne suis pas sûre, et d'ailleurs je ne sais pas ce qu'en pensent véritablement les Algériens, parce que c'est difficile de savoir ce que pense ce pouvoir, mais je pense que la réforme des accords de 68, on ne pourra pas en faire l'économie, parce qu'il faut retrouver une relation normale entre ces deux pays. Alors, la remise en cause de l'accord de 68, c'était un peu l'arme atomique dans cette stratégie de la fermeté. Vous êtes partisan c'est à partir de la note que j'ai rédigée à la Fondapol il y a 2 ans, 3 ans maintenant, et que tous les hommes et femmes politiques ont reprise, jusqu'à Gabriel Attal, et qui a abouti au vote la semaine dernière, il y a 10 jours, de la résolution à l'Assemblée nationale. Mais pour l'avenir, je pense qu'il y a nous sommes face Pardon, mais d'un mot, dites-nous pourquoi. Pourquoi vous préconisez de sortir des accords de 68 ? Mais parce que ce sont des accords qui datent de 1968, donc d'il y a qui ont été 63 révisés quand même. Non, ils ont été révisés, mais souvent, puisque j'ai été l'artisan de ces révisions au cours de mes 2 mandats, à l'avantage et à la demande de l'Algérie. Et le jour où nous avons voulu imposer un certain nombre d'autres clauses, Patrick Stefanini étant secrétaire général du ministère de l'Immigration à l'époque, nous avons échoué. Donc les accords, ils datent de 68 et en gros, ils permettent avec un visa de court séjour de s'installer en France et d'avoir un certain nombre d'avantages. Avec un visa de court séjour, alors que toutes les autres nationalités ont besoin d'un visa de long séjour, qui est plus difficile à obtenir. Alexandre Devecchio, vous êtes aussi plutôt partisan de la remise en cause des accords de 68. Mais ce n'est qu'un élément. Pour une raison simple qui n'a d'ailleurs rien à voir avec nos mauvaises relations avec l'Algérie. Il n'y a aucune raison que l'Algérie bénéficie d'un traitement de faveur. C'est un pays indépendant depuis longtemps maintenant et finalement respecter son indépendance, c'est le traiter comme n'importe quel pays. Et je crois d'ailleurs que c'est un peu notre erreur de ne pas l'avoir fait. C'est un pouvoir manifestement orgueilleux qui se pense être un pouvoir fort et je pense qu'il respecte leur force et l'orgueil. Et nous avons manqué d'orgueil et je crois que ça avait commencé bien avant l'emprisonnement de Boualem Sansal. Le président de la République a voulu faire une forme de repentance vis-à-vis de l'Algérie en pensant qu'il allait réconcilier les mémoires. Je pense qu'il a abouti exactement à l'inverse. Il faut bien voir que le pouvoir algérien, depuis la fin de la guerre civile, parce que la société algérienne est elle-même divisée, instrumentalise l'histoire de la guerre d'Algérie pour ressouder sa population face au vieil ennemi français. Et en passant notre temps à nous excuser, on légitime finalement cette rhétorique. Alors on la légitime là-bas, mais on la légitime, ce qui est extrêmement problématique également ici, puisque nous avons beaucoup de franco-algériens, et je ne suis pas sûr que pour les aider à s'intégrer, à se sentir pleinement français, il faille passer notre temps à expliquer qu'on a été des colonisateurs, des criminels contre l'humanité. Il faut faire de l'histoire, bien sûr, mais je pense qu'il ne faut pas en rajouter et nous abaisser. Et donc, je crois que c'est de ça qu'il faut sortir. C'est vraiment une relation toxique. Marie-Christine Tabé, est-ce que les dirigeants algériens vous paraissent capables d'accepter ce discours, même de l'apprécier, de dire pas d'exception, on vous traite comme n'importe quel autre pays ? Enfin, en tout cas... tout le monde peut changer. Non, j'ai le sentiment, en tout cas, les signes qu'ils donnent aujourd'hui, à chaque fois, à la fois, ils veulent effectivement être considérés comme un État indépendant, et en même temps, à chaque fois, ils considèrent que presque anormal que la France ne les considère plus comme... comme une colonie. Comme une colonie, manière. ah oui, et
ne les considère plus, comme faisant leur applique partie d'une plutôt communauté. un régime général. Oui. En Oui. fait, ça, c'est ça qu'ils n'acceptent pas. L'exception algérienne. L'exception algérienne. La relation Ils considèrent spéciale. quand même qu'ils ont droit à une On relation se souvient de la visite de Jacques Chirac et Des de la visas. foule criant des visas, des visas. Après, est-ce qu'il faut ne pas réconcilier les mémoires? Je pense que toutes les mémoires ont besoin d'être réconciliées. Oui, mais on fait Il y a bien des sûr. efforts. Mais Il y a Ça peu suffit. de... On parlera des mémoires, mais Mohamed Aïssaoui, le peuple algérien a envie d'être traité comme n'importe quelle population étrangère quand elle vit en France, ou elle a envie... Non, non, non. Je crois pas. Non, il y a un rapport particulier à la France, mais je crois qu'on comprendra beaucoup de choses si on n'oublie pas que depuis l'indépendance, il y a eu évidemment des présidents de Tebboune, Bouteflika, etc. L'Algérie est gouvernée par des militaires. C'est eux qui tiennent les ficelles. Ouais. Et par ailleurs, on a eu l'exemple, on parle d'écrivains, de Kamel Daoud par exemple. Quand même, l'Algérie devrait être heureuse qu'on ait un prix Goncourt, et il a été moralement massacré. Et il a un Et- procès. Et il a un procès, mais un procès violent, je veux Oui, dire. violent. Kamel Daoud, dès la première page de son livre, qui est d'ailleurs une phrase en exergue, et il dit que l'Algérie veut presque consacrer la guerre d'indépendance, et elle veut et elle rend illégal tout auteur, toute personne qui parle des années de plomb, c'est-à-dire de 90 à 2000, c'est-à-dire La le lutte passé contre récent, l'islamisme. on l'efface, surtout la concordance. C'est Mais- peut-être le moment de parler de cette relation bizarre entre l'Algérie et ses écrivains. Ça Oui, vient d'où, ça? l'Algérie a toujours été très virulente avec ses enfants, notamment les écrivains de langue française. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Yasmina Khadra, qui était quand même un officier de l'armée algérienne, Oui. qui a même eu des responsabilités en dirigeant le centre culturel algérien en France. Mais à partir du moment où il a eu d'abord, il a dit à peu près la même chose Oui. que Daoud et Sansal, ce qui est assez incroyable. Il n'a jamais rien eu. Il a commencé à avoir des problèmes quand il a voulu se présenter aux élections présidentielles algériennes. Et alors là, porte close, et on lui a refusé tout ce qu'il désirait. On n'est pas allé jusqu'à l'emprisonnement. Et Pourquoi il n'y a pas de fierté mais si, il y a une fierté. d'appréciation? Le problème, c'est qu'il y a une fierté. Mais il y a une fierté parce qu'on regarde de notre point de vue, mais on ne regarde pas de point de vue algérien. Il y a eu quand même, et ça m'a fait mal au cœur, des Algériens qui étaient d'accord pour que Boualem soit emprisonné. On lui a dit bien fait pour lui, il l'a cherché. Donc il y a cette, je ne sais pas, c'est impossible à comptabiliser, mais ça existe. Oui. Il faut le savoir. Et je pense qu'on n'aura pas de relation apaisée si on ne met pas tout à plat les accords de 68, la relation. Il y a quand même une histoire commune qu'il faut Vous accepter. l'expliquez, Xavier Driancourt, Marie-Christine Tabé, cette relation du pouvoir avec ses écrivains, ses intellectuels? Les écrivains, les Xavier trois que Driancourt. vous avez cités, les quatre même, ils ont le tort de penser en français, d'écrire en français, de publier en français. Et d'avoir du succès. Mais c'est Ah, pas que du ça, si. succès. C'est que ça. Donc, C'est une part importante ça du- explique, mais ça explique beaucoup de Mais ils choses. ne pourraient pas écrire ce qu'ils écrivent en arabe davantage. Si, ça existe aussi, bien sûr. Mais il y a Mais ça serait tout autant sanctionné, non? Ben, c'est un peu très bizarre. C'est impossible à répondre à cette question. Ah oui. Parce qu'il y en a qui Le l'ont- français est peut-être un ingrédient. C'est une circonstance aggravante, mais enfin, Oui. pardonnez-moi, vous Alexandre. connaissez mieux, Mohamed, la littérature que moi, et la littérature algérienne, mais quand on parle à Kamel Daoud, ce qu'il explique, c'est que très longtemps, les écrivains algériens ont été embrigadés dans un récit national, et d'ailleurs que ça avait ça, il dit même Le ça, seul héros, c'est le peuple. voilà, Toléré. c'est toléré. Ça avait sa légitimité avant la guerre d'indépendance. Oui, il oui, le dit lui-même, mais il dit à partir du moment où l'Algérie est un pays indépendant, que nous sommes des hommes libres, nous sommes aussi des écrivains libres, et nous voulons peindre l'Algérie dans toutes ses contradictions
contradictions, et je crois que c'est un pouvoir qui accepte pas mal ces contradictions. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que je pense que la relation entre la France et l'Algérie a été beaucoup plus, je parle sous votre contrôle, Xavier Driancourt, mais beaucoup plus apaisée immédiatement après la guerre que maintenant. C'est à partir des années 90 aussi le tournant, je le disais. La guerre civile, le fait que c'est un pouvoir qui est quand même aux abois, qui a pactisé avec les islamistes, fait qu'ils ont besoin d'un bouc émissaire extérieur. Leur seule source de légitimité, c'est d'avoir gagné la guerre d'indépendance. C'est pour ça aussi qu'on n'en finit pas avec cette mémoire. Moi, je pense qu'on aurait pu réconcilier les mémoires bien avant, mais aujourd'hui, le régime instrumentalise la mémoire pour se relégitimer. Et en fait, c'est à partir de cette période, la guerre civile et le début des années 2000, que les Algériens, le pouvoir algérien, a réussi à nous enfermer, nous Français, dans un piège, dans un double piège, qui sont la mémoire et les visas. C'est la seule chose, la seule composante de la relation franco-algérienne aujourd'hui. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu en Algérie le vote de la criminalisation de la colonisation française, quoi, un concept nouveau, et qu'en France, on s'est mis à parler de repentance. Au-delà de la mémoire. Je pense qu'effectivement, la dernière fierté, entre guillemets, de ces dirigeants actuels, c'est de se revendiquer l'indépendance, d'avoir libéré leur pays de la colonisation française. Ça, D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappée. Le gouvernement algérien vient de passer une commande de, je ne sais plus, une dizaine ou une vingtaine d'Airbus, les nouveaux. 12. 12, très exactement. Comment ils appellent ce programme? Ils appellent ce programme Novembre 54, donc qui était le manifeste... Et le premier avion s'appelle 1er novembre 54. Voilà, qui était le manifeste du FLN, c'est ça. Largement français. Donc on voit à quel point c'est un État qui retrouve toutes ses... En tout cas, c'est un signe de faiblesse d'avoir peur à ce point-là de ses auteurs. Et d'ailleurs, et encore, j'allais dire encore pire, de mettre de côté la décennie noire. C'est-à-dire, c'est vraiment un signe de faiblesse. On glorifie un passé plus lointain pour cacher un passé récent. Et la jeunesse, je suppose, est quand même en profond décalage avec tout ça. Oui. Nous, d'ailleurs, quand on avait interviewé pas mal de jeunes au moment où on avait fait notre livre, on leur parlait, puisqu'on était sur les relations Paris-Alger, cette histoire passionnelle, on leur disait, mais la guerre... Et en fait, ils avaient une vingtaine d'années à l'époque, et ils nous répondaient, eux nous parlaient de la guerre civile, en fait. Oui. Ils ne parlaient pas de la guerre d'Algérie. Et ça, c'était quelque chose d'assez frappant. Alors qu'effectivement, nous, on était pris dans ce récit-là et on était sur... Quand on leur parlait de la guerre, c'était de la guerre d'indépendance. Mais cette jeunesse avait été frappée par les années noires. Bien sûr. Alors, le cas Sansal, donc, a priori résolu, il y a quand même d'autres contentieux qui demeurent. Vous avez parlé des visas, on parle souvent des OQTF, c'est la même chose. Les obligations de quitter le territoire français. L'un des grands reproches que fait la France à l'Algérie, c'est qu'elle ne reprend pas sur son sol des illégaux... des Algériens illégaux en France. Y compris ayant un passeport ou alors ayant un laissez-passer consulaire, ce qui est la même chose. Les chiffres, là-dessus, c'est quoi? Il y a environ 2500 OQTF pour les Algériens? Non, il y a plus que ça, mais les demandes de laissez-passer consulaire, c'est environ 2500 par... En 2024, c'était 2500. Je ne sais pas quel est le chiffre aujourd'hui. Et ils en ont accepté moins de 1000. Il y en a plus que ça. Il y en a beaucoup plus que ça. Oui. On dit que les chiffres, c'est 70 000 illégaux... Enfin, Didier Lesky illégaux disait algériens qu'en 2024, les statistiques officielles portaient sur 35 000 Algériens en situation irrégulière, contrôlés en situation irrégulière. Et Didier Lesky lui-même ajoutait la réalité, c'est le double. Qui n'ont pas été contrôlés. Donc on suppose 70 000... Entre 80 et 100 000 Algériens en situation irrégulière. Et après, il y en a qui font l'objet d'une OQTF ou d'une expulsion. Pourquoi Alger refuse ces laissez-passer consulaires comme beaucoup juste pour embêter la France? Oui, mais comme beaucoup d'autres États. La moyenne des réponses aux laissez-passer consulaires, elle est quand même de globalement... 7%, alors pour les Algériens, mais pour les Algériens, je crois que si on regarde les chiffres sur l'historique, en 2022, ils étaient plutôt les bons élèves parce qu'ils avaient des bonnes relations avec Emmanuel Macron.
Et puis, à l'inverse, c'était les Marocains ou les Tunisiens qui acceptaient assez peu. C'est un jeu assez classique quand même des Mais est-ce que États ça doit qui ne veulent pas devenir la reprendre. base de toute relation Non, mais c'est l'arme de l'immigration, comme le Maroc C'est l'a le- joué avec Oui. l'Espagne, avec Ceuta et Melilla. C'est la nouvelle arme, et c'est la seule arme de l'Algérie vis-à-vis de nous. Et si on prend le problème du point de vue français, que doit faire la France sur cette question? Là, on arrive à l'avenir des relations. Il y a deux possibilités, de mon point de vue. On va essayer dans l'immédiat de rafistoler, si je peux dire, les différents trous du maillot. Alors les visas, les OQTF, les laissez-passer. Il faut réduire le nombre de visas parce que octroyés. c'est la coopération consulaire. C'est la 245 000 coopération en 2024. sécuritaire. Donc, on va essayer de négocier tout ça, ce qui va être très difficile, parce qu'il y aura d'un côté des demandes françaises qui portent sur ces différents sujets, de l'autre côté des demandes algériennes, auxquelles nous, Français, nous aurons du mal à répondre. Par exemple. Par exemple, la restitution, si je peux dire, ou la libération de la personne du consulat d'Algérie qui a attaqué Amir Dezed, dont vous me parliez tout à l'heure. Et les Algériens auront beau jeu de dire, écoutez, on a libéré Boualem Sansal, libéré monsieur machin. Non, ils auront Alors ça, c'est un d'Algérie. consul qui est Il a accusé fait d'avoir... l'objet, lui aussi, d'une décision de justice. Donc on va avoir les différents sujets français, les demandes françaises et les demandes algériennes, où l'autre approche, ce serait de dire, comme l'écrit du reste très justement Alexandre dans le Figaro d'aujourd'hui, remettons tout à plat et repartons sur des bases saines. J'ai longtemps été partisan en tant qu'ambassadeur de la première solution, en disant qu'on pouvait trouver des accommodements, mais aujourd'hui avec le pouvoir algérien qui n'est plus le pouvoir de Bouteflika, c'est ça qui est important. Le pouvoir de Tebboune, c'est un autre logiciel. Je pense qu'il faut saisir cette occasion pour tout remettre à plat. Le consulaire, Les Algériens le peuvent accepter sécuritaire. cette remise à plat? Qu'est-ce qui pourrait les pousser à dire « Ok, on remet tout à plat » Non, mais en fait, je pense Alexandre que Devecchio. avant de se réconcilier avec son ex-femme, il faut d'abord divorcer. et donc, je pense qu'il faut assumer un divorce Ça peut prendre avec quelque temps. l'Algérie, avec ce que ça implique. Alors, c'est difficile de faire preuve de rapport de force. Il y aura des choses, sans doute, l'Algérie va actionner des choses désagréables pour nous, comme elle l'a déjà fait avec Boualem Sansal. Mais je crois qu'il faut en passer par là. Tout simplement aussi parce que c'est aujourd'hui un enjeu de souveraineté française. La question de l'immigration, et en particulier de l'immigration algérienne, est devenue une cause aujourd'hui du malaise français lié à l'insécurité, à la montée de l'islamisme. Donc je crois qu'on ne peut pas accepter d'accueillir des gens, qui plus est des gens qui deviennent criminels qu'on ne peut pas renvoyer sur le territoire. Donc il faut tout faire pour recouvrer nos frontières. Peut-être que d'ailleurs ce sera la meilleure solution. Cette problématique-là dépasse quand même beaucoup l'Algérie. Elle s'étend à tout le Maghreb, une partie de l'Afrique. Évidemment que ça s'étend. Donc c'est de manière On ne peut pas globale. faire de l'Algérie la clé de la solution miracle ou la clé Dans les de tout le proportions, problème. c'est quand même, notamment à cause des accords de 68, c'est quand même une immigration qui est... Il y a presque autant de Marocains que qui est d'Algériens en particulièrement France. massive, qui est particulièrement massive en France. Donc je pense que de toute manière, la question de recouvrer les frontières, c'est une question française en fait. Et après que l'Algérie ne soit pas contente, j'ai envie de dire que c'est son problème. Et donc vous avez raison, ça ne concerne pas seulement l'Algérie, mais je crois que la France doit reprendre le contrôle de ses frontières, quelles que soient les relations avec les uns et les autres. Et du reste, moi je pense que c'est peut-être le meilleur moyen d'obtenir de bonnes relations, puisque je disais, ce sont des pouvoirs forts qui respectent les pouvoirs forts. Oui, mais au niveau des peuples, ça serait perçu comme assez injuste, probablement. Oui, Pourquoi ce serait injuste de ne pas maîtriser ses frontières? Je crois que c'est ce que font les États, la plupart des États. Mais il y a quelque chose
plus complexe. J'en suis la preuve vivante. Moi, je suis un enfant d'Algérie et je suis devenu français. Quand vous dites algérien, il y a beaucoup, et Boualem est français. Bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en cause ceux qui sont français. C'est pas ce que j'ai dit. Oui, non, mais il y a une complexité. De la même manière qu'il y a une complexité de, par exemple, j'aimerais bien qu'un jour qu'il y ait une étude sur le couple mixte. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et même, je vais aller plus loin, il y a même des couples mixtes maroco-algériens. On a oublié ça aussi. D'abord, il faut une volonté forte, je crois. Je ne sais pas techniquement, sur le plan diplomatique, qu'est-ce qu'il faut, mais il faut une volonté forte. Et il faut y aller, quoi. Et y aller, c'est effectivement poser des problèmes. C'est moi-même, en tant qu'enfant d'Algérie, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une égalité. Par exemple, si moi-même j'ai envie d'aller à Alger demain, pour avoir un visa, pour avoir une motivation de refus, etc., même à un salon Pour vous, du livre, c'est pas simple du à tout. Alger demain. Je peux aller au Maroc demain avec ma pièce d'identité. Je ne peux pas aller à Alger demain. Parce que vous n'avez plus ou pas de passeport. Mais parce que je suis devenu français, donc j'ai mon passeport français. Je ne veux pas. Ouais. Et puis c'est dangereux. Oui, cette théorie de cette méthode de la table rase, est-ce que c'est vraiment quelque chose de réaliste? Est-ce qu'on peut imaginer est-ce qu'on y a intérêt à faire une table rase totale? C'est-à-dire Oui. qu'il y a quand même des intérêts. Il y a des Les Algériens interdépendances. ont quand même des intérêts à retrouver des relations normales, déjà, parce qu'il y a une population qui vit entre deux rives. La frontière algérienne est quand même une frontière très importante. Je me souviens de l'époque de Nicolas Sarkozy et de l'Union pour la Méditerranée. Bon, il y a des intérêts. L'Algérie veut retrouver sa place de leader international de l'Afrique. Pour ça, il faut qu'il retrouve une position. Donc je pense qu'il y a des deux côtés. Il y a de l'économie entre. On voit bien que l'Italie et l'Allemagne sont passées dans des échanges devant la France, alors qu'il y a quand même un marché naturel. L'Italie profite de la dispute franco-algérienne. Donc je pense que des deux côtés... De manière très efficace. Sans vergogne. À côté des postures et des exploitations politiques internes, ces deux pays vont avoir à faire des choses ensemble. Donc, je pense qu'effectivement, pour pouvoir se réconcilier, il faut divorcer. Mais une fois qu'on a divorcé, puis là, on a quand même été assez loin dans le divorce, il faut recommencer à se parler. Pour l'instant, il y a juste une séparation. Pas tout à fait. Est-ce que la coopération sécuritaire dont on parle souvent, est-ce qu'elle est vraiment cruciale? Il y a deux types de coopération en matière de sécurité. Il y a ce qui se passe au Mali, mais aujourd'hui nous ne sommes plus très présents non plus au Mali, nous-mêmes, au Sahel. Et l'Algérie a de mauvaises relations avec le Mali. Et puis il y a la coopération sécuritaire sur le territoire français. Et elle ne fonctionne plus parce que, au mois d'avril, les Algériens ont expulsé les 15 fonctionnaires français qui travaillaient sur ces questions de sécurité. Et on a besoin des Algériens pour savoir quand des individus suspects... Dans une certaine mesure, mais ils ne nous diront jamais tout. Mais qu'on délivre, par exemple, un visa à monsieur X ou Y, sur lequel les Algériens nous diraient « Attention, il est dangereux et il risque de... » Cette coopération-là, elle a été arrêtée aussi Elle a été arrêtée, évidemment. Donc maintenant, il faut la reprendre de zéro. Quand on voit Nicolas Lerner, le patron de la DGSE... C'est le souhait de Laurent Nunez et de M. Lerner. Alors Laurent Nunez doit aller en Algérie dans les semaines qui viennent. Il explique que les préparatifs portent sur les OQTF et la coopération sécuritaire. Lui, c'est son objectif, ses deux objectifs. Encore une fois, lui, ses objectifs, c'est le flux entrant, les visas, et le flux sortant, les OQTF. Si les dirigeants français devaient tirer des leçons de cet épisode long et pénible de l'incarcération de Boualem Sansal, pour mener à partir de maintenant leur politique vis-à-vis de l'Algérie, ce serait quelle leçon, selon vous, Xavier Riencourt? À partir de maintenant, si on veut redémarrer la machine, on fait quoi? Je pense que
en toute franchise, on ne va pas pouvoir faire redémarrer la machine avant 2027. On va faire ce que je disais tout à l'heure, du rafistolage. Parce qu'on est allé trop loin dans la séparation. Nous ne sommes pas allés. Le président Tebboune dit que son seul horizon politique en France, c'est Emmanuel Macron. Oui. Il ne se fie qu'à la parole du président. Oui, mais enfin, encore une fois, Tebboune, il n'est peut-être pas là non plus indéfiniment. Oui. Donc, il faudra voir comment les choses se passent après. Et puis, il doit y avoir des luttes et des tensions à l'intérieur du pouvoir algérien. Il y en a certains qui vont peut-être lui dire bon, alors justement, tu nous as menés dans le mur. Là-dessus, c'est intéressant, et dans votre livre, vous en parlez du système avec une majuscule à S, au S de système, parce que vous dites, il y a des diplomates, peut-être vous d'ailleurs, mais qui quittent le pays au bout de plusieurs années en disant, j'ai toujours pas compris comment fonctionne ce pouvoir. C'est une coquille vide. C'est pour ça que j'y suis retourné. Oui, mais là, il faut y retourner. Marie-Christine Tabé. C'est un nouveau système maintenant. On m'a fait doubler. Non, mais là, il faut y retourner, c'est plus le même. Mais j'ai connu, moi j'y suis retourné sous Tebboune. Oui, mais comment il faut le qualifier, ce régime? C'est quoi? Marie-Christine Tabé. Il est extrêmement opaque. Il est totalement opaque. C'est l'armée, les services secrets, la présidence. C'est la Corée du Nord à 800 km de Marseille. Waouh, carrément. C'est un peu ça. Et je suis sûr que la Corée du Nord est plus simple. Est-ce que Tebboune... Expliquez-moi la Corée du Nord. Et Tebboune n'est pas Kim. Oui. Kim est caché quelque part dans l'état-major, ou c'est ça? Non, mais c'est vrai ça. En tout cas, aussi opaque. Bouteflika, tout le système Bouteflika a été quand même balayé progressivement. Oui, mais il y en a un certain nombre en prison d'ailleurs. Pour poser la question de simple, puisqu'il nous reste 3 minutes, Tebboune est le vrai patron ou bien il est une marionnette? Non. Il n'est pas le vrai patron. C'est un espèce de... comme autour de cette table. Non, mais on dirige péniblement ce débat. Donc. On dirige ce Philippe, débat. méfiez-vous. C'est vous qui êtes le patron. Oui, non, mais ça aussi, c'est une façade. Il y a des gens autour de vous. Non, Alexandre Devecchio, qu'est-ce que ça vous inspire, ce système de pouvoir opaque? C'est très difficile. À la décharge des dirigeants français, c'est quand même très difficile de savoir comment s'y prendre avec un régime. C'est pour ça que moi, je crois qu'il faut surtout s'occuper de nous. Et on n'est pas obligé de savoir comment s'y prendre. Encore une fois, on n'a pas de relation. Alors, ils sont plus proches de nous, il y a des relations historiques, mais on n'a pas de relation avec la Corée du Nord. Quand on décide d'arrêter... Il y a un représentant à Paris. Non, mais je plaisante évidemment, mais je pense qu'on n'est pas obligé de les supplier d'avoir une relation avec nous. Je pense qu'il faut commencer par se faire respecter. Ensuite, la relation viendra d'elle-même. Je crois que si la France avait une voix une et forte, ça serait déjà un bon début. Voilà. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, on est presque à la fin de cette émission. Je vais faire un petit quiz juste pour revenir à Boualem Sansal. Pendant sa détention, il a été fait académicien en Belgique. Est-ce que les Français auraient dû en faire autant? Marie-Christine Tabé? Oui. 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 Xavier Driancourt, vous êtes pour oui. Boualem Sansal à l'Académie? Oui. Ne serait-ce que pour son œuvre, pas seulement parce qu'il a été emprisonné, parce qu'il a une œuvre importante, courageuse et très populaire aussi en France, en Allemagne. Le dernier mot aux chroniqueurs littéraires. Je vais faire original. Il mérite le Nobel peut-être plus que l'Académie. Il mérite le Nobel. Il est dans l'œil. Donnons-lui pour son œuvre et pas du fait qu'il soit allé en prison. Et par ailleurs, pour être immortel à l'Académie française, il faut se porter candidat. Et peut-être que Boualem ne pas. Est-ce que ce serait un trublion qui mettrait la pagaille à l'Académie française aussi? Non, il a beaucoup apporté à la langue française. Son dernier livre était d'ailleurs un hymne à la langue française et à la France, mais je crois qu'il n'a pas le goût des honneurs et d'ailleurs, je pense qu'on va le voir, il va sans doute s'exprimer, même si on voit que là, on ne sait pas très bien où il est, s'il peut. On attend la libération de Christophe Glaise, peut-être. Mais je pense qu'il va s'exprimer avec beaucoup de liberté. C'est quelqu'un qui n'entre pas dans les cadres, qui se moque absolument des institutions, et ce qui fait que c'est un homme libre. Merci beaucoup à tous les quatre pour vos analyses et votre regard sur cette situation très compliquée. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne semaine à tous.